aller plus vite que la lumière, être à plusieurs endroits en même temps, passer à travers les murs, des concepts tous plus fous et inimaginables les uns que les autres, et pourtant, il existe un monde dans lequel toutes ces fantaisies sont possibles. Et ce monde se trouve devant vous, en vous et même partout autour de nous. Pourtant, impossible de le voir, du moins pas à l'œil nu. C'est la physique quantique, le nom qu'on donne à ce monde de l'infiniment petit. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le fait de passer à travers les murs. Si c'est possible de le faire, alors pourquoi personne ne l'a jamais fait ? Une nouvelle aussi surnaturelle aurait déjà fait le tour du monde en quelques jours. Je vous rassure, ce phénomène n'est pas une mauvaise blague. Il existe bel et bien, et même que sans lui, la vie sur Terre n'aurait jamais existé. Mais il est également capable de tuer. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter l'effet tunnel. Pour comprendre l'effet tunnel, il va falloir remonter un peu en arrière et aborder les bases de la physique quantique. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose qui risque de bouleverser votre vision des choses. Oubliez complètement la masse, car elle n'existe pas réellement. Je vous avais prévenu, c'est un peu fou comme idée, mais faites-moi confiance. En fait, la masse, c'est comme une variante de l'énergie. Plus un objet est massif, plus ça signifie qu'il est énergétique. Et je sors pas ça de mon chapeau, c'est Einstein qui le dit avec sa formule très connue E égale mc2, que pas grand monde ne comprend finalement. En fait, ici, on voit que l'énergie et la masse sont bel et bien deux choses identiques, à une constante près, la vitesse de la lumière au carré. Mais comme c'est une constante, on dit que l'énergie et la masse sont proportionnelles. Je vous dis ça parce que dans la suite de la vidéo, je ne parlerai pas de masse, mais plutôt d'énergie, car dans l'infiniment petit, on parle surtout d'énergie d'une particule. Bref, la masse c'est de l'énergie, donc parlons d'énergie. Nous pouvons commencer notre voyage non pas au centre de la Terre, mais au centre de toute chose, le monde quantique. Ça, c'est une particule. Un quark, le plus petit composant de la matière qui existe et qui nous entoure. Et ce n'est pas n'importe quel quark, c'est un quark up, car oui, il en existe 6 différents en tout. Le up, comme on vient de le voir, le down, le strange, le charm, le top et le bottom. Nous, on va se concentrer surtout sur les deux premiers, à savoir le up et le down. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus communs dans l'univers. Les 4 autres sont très rares et n'ont pas vraiment d'importance pour la suite. Ils sont plus rares que les up et les down parce qu'ils sont beaucoup plus énergétiques, et l'univers préfère largement les niveaux d'énergie les plus faibles. C'est comme vous, si demain vous avez le choix entre faire 1 km et 10 km pour aller chercher du pain, dans 95% des cas vous allez choisir la route d'1 km. Les 5 autres pourcents, c'est soit parce que la première route est bloquée, soit parce que vous vous êtes trompé, ou soit pour d'autres raisons que j'ignore. L'univers c'est pareil. Il préfère les niveaux d'énergie les plus bas, mais parfois, pour X ou Y raison, il va créer des particules plus énergétiques. C'est pour ça que les 4 autres quarks existent quand même. Bon, revenons à notre quark up. Il faut savoir que les quarks détestent être seuls. Pire que ça, ils ne peuvent pas exister seuls. C'est pourquoi ils seront toujours liés à au moins un autre quark, un quark down par exemple. Mais ils ne sont pas liés n'importe comment. Quelque chose qu'on a tendance à représenter par un élastique les empêche de trop s'éloigner. Cette chose, c'est une autre particule qu'on appelle un gluon, qui vient du mot glue en anglais, et c'est ce qui est responsable de ce que l'on nomme l'interaction forte. Si forte que plus on éloigne les deux quarks, plus la force entre les deux augmentera drastiquement, les obligeant ainsi à rester très proches. Cette force fonctionne un peu comme des aimants, mais à l'inverse. Les aimants, eux, quand on les éloigne, interagissent de moins en moins fort. Il est tout de même possible de briser cet élastique si jamais les quarks sont suffisamment agités pour le rompre. Mais comme on l'a dit, les quarks ne sont jamais seuls. C'est pour ça qu'un autre quark choisi au hasard apparaîtra de nulle part, accompagné d'une anti-version de lui-même, de sorte à ne pas laisser nos deux premiers quarks seuls, tout en pouvant s'annuler lorsqu'ils se rapprocheront pour revenir à l'état initial. Ce genre de phénomène arrive une quantité astronomique de fois par seconde, donc pour le bien de la compréhension, on va l'ignorer et rester dans notre configuration de base avec deux quarks. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que les quarks up possèdent 2/3 de charge électromagnétique élémentaire, et les down en possèdent moins 1/3. Ajoutez un deuxième quark up à notre composition et vous aurez 2/3 plus 2/3 moins 1/3 de charge électromagnétique, ce qui fait plus 1. Nous venons de créer, messieurs dames, un proton. Cette structure qui est au cœur de tous les atomes est indispensable à l'univers tel qu'on le connaît, ce qui fait que la matière est matière. Bon, comme on vient de le voir, le proton est de charge plus 1, et l'électromagnétisme veut que le plus 1 attire le moins 1, comme des aimants. Par chance, il existe une autre particule que vous connaissez tous, présente partout dans l'univers et qui est de charge moins 1. C'est l'électron. Automatiquement, un électron se fera donc attirer par ce proton qu'on vient de créer pour former notre premier atome, le plus simple et le moins énergétique de tous les atomes, l'hydrogène.
Attendez, c'est quoi ça? C'était pas censé être un électron qui vienne autour du proton? Bah ce truc-là, c'est bel et bien un seul et unique électron. C'est là qu'on apprend que ce fameux modèle bien connu de l'atome qu'on nous enseigne tous depuis tout petit, où les électrons orbitent autour du noyau, est faux. Par contre, essayez de prendre cet atome en photo et vous obtiendrez probablement un truc comme ça. Un point singulier et non plus un nuage comme on l'avait juste à l'instant. Vous comprenez rien? C'est normal, mais c'est pourtant le tout premier principe de la physique quantique, celui d'où tout découle. Laissez-moi vous parler de la dualité onde-corpuscule. Prenez des vagues à la surface de l'eau vues du dessus et faites-les passer à travers une petite fente. Vous observerez des vagues circulaires qui sortiront par la fente. Jusque-là, pas de problème, c'est assez intuitif. Maintenant, si à l'arrivée, on met un écran spécial qui s'allume aux endroits des agitations lorsqu'il détecte les agitations des vagues, on verra quelque chose comme ça sur l'écran. Une bande horizontale complètement allumée. C'est normal car lorsque les vagues atteignent l'écran, il détecte leur agitation sur toute la longueur. Bon maintenant, si au lieu d'une fente, on en mettait deux, comme ceci. À la sortie des fentes, on observerait quelque chose comme ça dans l'eau. Une alternance de zones agitées par les vagues et de zones calmes. Mais pourquoi ? En fait, lorsque les deux ondes se croisent, il y a des endroits où les bosses des vagues 1 rencontrent les creux des vagues 2. Au final, elles se compensent, ce qui donne lieu à rien. Ni une bosse ni un creux, mais rien. Une zone non agitée. On appelle ces compensations des interférences destructives. Maintenant, lorsque toutes ces vagues atteindront l'écran, on aura quelque chose comme ça. Une alternance de bandes allumées et de bandes éteintes. Encore une fois, c'est tout à fait normal car comme on l'a dit, il y a des zones agitées et des zones calmes dues aux interférences. Bon, pourquoi je vous parle de vagues alors qu'à l'instant on parlait d'électrons? Bah tout simplement parce qu'une expérience du même style a été faite non pas avec de l'eau, mais avec des électrons. Et le résultat de cette expérience est totalement surprenant. D'abord, on lance un électron. Lorsqu'il arrive sur l'écran, on voit ça. Rien d'anormal pour l'instant, l'électron a simplement traversé une fente et s'est retrouvé sur l'écran. On en lance un deuxième, un troisième, et puis de façon tout à fait logique, on s'attend à voir un résultat comme ça. Hein. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on lance les électrons, 1000, 2000, 10 000, on se rend compte de quelque chose de vraiment étrange. On voit ça sur l'écran. Une tonne de petits points, nos électrons donc, mais pas du tout répartis équitablement sur l'écran comme on l'attendait. La répartition forme des bandes, comme avec les vagues de tout à l'heure. Ça voudrait dire que les électrons sont des ondes ? Bah c'est pas possible pourtant car on voit bien des points sur l'écran. Bah en fait, c'est ça la dualité onde-corpuscule. Les particules extrêmement petites comme les électrons se comportent à la fois comme des ondes et comme des particules. Des corpuscules. En gros, tant qu'une particule n'est pas observée ou mesurée, elle est dans sa forme d'onde. Et dès qu'on la mesure, l'écran compte comme une mesure, elle devient une particule. Le passage d'onde à particule, on appelle ça la décohérence quantique. Mais comment expliquer ce phénomène qui a l'air de relever de la sorcellerie? Tellement de la sorcellerie qu'une tonne d'interprétations en découlent. Hein. Comme par exemple l'interprétation de Copenhague, qui dit qu'il existe une frontière entre le monde réel et le monde quantique, et qu'une particule n'est pas encore réelle tant qu'elle n'a pas franchi cette sorte de frontière. L'interprétation des ondes pilotes, qui dit qu'en fait l'onde de la particule et la particule elle-même existent en même temps, et que l'onde agit comme un guide pour la particule, un peu comme un surfeur qui se ferait guider par les vagues de la mer. La théorie du multivers qui dit qu'à chaque décohérence quantique, l'univers se sépare en une tonne d'autres univers qui rassembleraient les positions possibles de la particule lorsqu'elle est devenue une particule par décohérence. Enfin bref, tout ça relève surtout de la métaphysique. C'est pour ça que la majorité des physiciens préfèrent simplement se dire la physique quantique, c'est comme ça et pas autrement. Bon, en fait, il y a quand même une petite explication qui se cache derrière la décohérence quantique. Lorsque l'onde de la particule, qu'on appelle d'ailleurs fonction d'onde, rencontre un outil de mesure, comme par exemple un écran, ce qui se passe en réalité, c'est que la fonction d'onde rencontre une quantité astronomique d'autres fonctions d'onde, celles des particules qui composent l'écran. Et vous savez maintenant que lorsque ne serait-ce que deux ondes seulement se rencontrent, c'est suffisant pour créer des interférences destructives. Alors imaginez des milliards et des milliards de fonctions d'onde qui se rencontrent. Les interférences destructives seraient en bien plus grand nombre, ce qui fait qu'au final il resterait juste un point, la particule, à un endroit de l'écran choisi aléatoirement. J'aimerais attirer votre attention sur ce aléatoirement. En physique quantique, la notion de hasard n'est pas due au fait qu'on manque de connaissances ou de matériel capable de déterminer avec précision la position d'une particule. Non, il s'agit réellement d'un vrai hasard. Lorsque la particule passe de sa fonction d'onde à une particule, justement, elle choisit aléatoirement sa position. Parce qu'en réalité, cette fonction d'onde n'est pas juste une onde comme une vague par exemple, c'est une onde de probabilité. Plus l'onde aura un pic élevé, plus la particule aura de chances de se situer autour de ce pic lors de sa décohérence quantique. C'est en ça qu'il s'agit d'une onde de probabilité. Et on comprend mieux pourquoi le modèle de l'atome, comme on l'a appris à l'école, est faux. Les particules ne sont pas des petits points qui se tournent autour.
Et puis en vrai, c'est pas si étonnant, hein. Les modèles évoluent d'époque en époque. Dites-vous, la toute première représentation d'un atome, c'était ça, juste une sphère. Ensuite, on a eu la sphère qui contient des charges positives et négatives. Après, on a su dire que les charges positives étaient dans le noyau et que les charges négatives tournaient autour du noyau un peu de manière chaotique. Vient ensuite le modèle de Bohr qui nous dit que les charges négatives tournent de manière ordonnée sur différentes couches, pour enfin arriver à notre modèle actuel, le modèle de Schrödinger, avec des électrons qui sont des ondes adoptant des formes différentes autour du noyau. Et je serais pas étonné de voir un nouveau modèle encore plus précis dans plusieurs décennies. Enfin bref, pour résumer, les particules sont des ondes de probabilité, et lorsqu'elles interagissent avec d'autres particules, elles deviennent un point à une position choisie aléatoirement. Voilà ce qu'il faut retenir pour qu'on puisse maintenant parler de ce qui permet de traverser les murs, l'effet tunnel. « 1958. Un scientifique japonais du nom de Ryo Esaki s'apprête à réaliser une expérience qui révolutionnera le monde scientifique, ce qui lui vaudra d'ailleurs un prix Nobel quelques temps plus tard. Et ce, seulement avec un fil électrique branché à une pile et un bout de plastique. Il coupe le fil électrique en deux, puis entre les deux extrémités du fil coupé, il place une très fine couche de plastique de seulement quelques nanomètres d'épaisseur. Selon la physique classique telle qu'on la connaît, le plastique agit comme un isolant, c'est-à-dire que l'électricité ne peut pas y passer, c'est ce qu'on apprend à l'école. Pourtant, contre toute attente, de l'autre côté de cette barrière en plastique, dans l'autre extrémité du fil et à l'aide d'outils de mesure, il capte la présence d'électrons. Ryo Esaki venait de prouver expérimentalement l'existence de l'effet tunnel, un effet quantique qui permet aux particules de traverser des barrières sous certaines conditions qu'on va voir juste après. En réalité, ce phénomène a déjà été découvert plusieurs dizaines d'années auparavant grâce à l'équation de Schrödinger, cette équation qui décrit la forme des ondes des particules quantiques. Eh bien, cette même équation décrit aussi ce qui se passe si l'onde rencontre une barrière d'énergie. C'est pour ça que ce phénomène était déjà connu bien avant, mais n'avait encore jamais été observé. C'est une nuance considérable car, grâce à Esaki, la théorie est devenue réalité. En fait, ce qui se passe lorsqu'une onde rencontre une barrière, c'est qu'elle va rebondir dessus comme une balle de tennis. Sauf qu'à la différence d'une balle, un morceau de l'onde va traverser la barrière. Et plus la barrière est épaisse, ou grande en énergie, on y reviendra juste après, plus l'onde qu'on va retrouver de l'autre côté sera petite. Mais attention, il faut bien comprendre là que la particule ne s'est pas dupliquée. Je rappelle, elle est encore sous sa forme d'onde. C'est seulement une fois qu'elle sera mesurée qu'elle apparaîtra soit avant la barrière, soit après la barrière, en fonction de sa probabilité d'apparition donnée par la grandeur de l'onde. Mais alors, pourquoi nous, on ne peut pas traverser les murs ? La réponse est toute simple. D'une part, les murs sont beaucoup trop épais pour que l'onde des particules qui nous composent puisse passer de l'autre côté, et d'autre part, il faudrait que l'onde de nos milliards et nos milliards de particules passe de l'autre côté, ce qui est, disons-le, improbable. Bon, là vous vous sentez peut-être arnaqué, au début je vous parlais de passer à travers les murs et là maintenant je vous dis que c'est impossible. Eh bien rassurez-vous, même si on ne peut pas traverser les murs, ça n'empêche que l'effet tunnel a une importance cruciale dans notre monde à notre échelle. Vous vous souvenez ? Je vous disais aussi au début que sans lui, la vie sur Terre n'aurait jamais été possible. Là par contre j'abusais pas, c'est bien réel. Il faut savoir que le Soleil fusionne deux atomes d'hydrogène composés d'un seul proton, ce qui donne un atome d'hélium composé logiquement de deux protons. Cette fusion, qui a lieu énormément de fois par seconde, libère une tonne d'énergie suffisante pour alimenter toute la Terre. Sauf qu'il y a un problème. Comme on l'a vu, les protons sont de charge positive et deux charges positives se repoussent. Les équations de la physique classique montrent d'ailleurs que le Soleil n'a pas la force suffisante pour aller contre cette répulsion électromagnétique. Alors comment est-ce possible qu'il arrive quand même à fusionner deux protons entre eux ? Grâce à l'effet tunnel. Les protons sont aussi des particules et le champ électromagnétique qu'ils créent agit comme une barrière. Il n'y a pas de raison que l'effet tunnel ne s'applique pas ici. Ce qui se passe, c'est qu'il arrive parfois qu'un proton passe à travers la barrière électromagnétique et se retrouve de l'autre côté, près de l'autre proton, par effet tunnel. Grâce à ça, ils peuvent se rejoindre pour fusionner. Ça veut dire que si l'effet tunnel n'existait pas, le Soleil ne pourrait pas fusionner ses atomes d'hydrogène, ne pourrait pas libérer d'énergie et donc n'aurait jamais pu créer la vie sur Terre. Vous vous rendez compte de la dinguerie ? Et autre dinguerie, je vous ai dit en début de vidéo que l'effet tunnel était capable de tuer, vous vous souvenez ? Ça aussi, c'est réel. On connaît à peu près tous les dégâts de la radioactivité sur le corps humain, cancer et tout ça. Ça, c'est également tristement dû à l'effet tunnel. Au sein d'un atome fortement radioactif, les particules sont très agitées, mais fort heureusement, les forces nucléaires de l'atome agissent comme une barrière
et empêche les particules de s'échapper. Du moins ça, c'est si seulement l'effet tunnel n'existait pas. Vous commencez à connaître la chanson, il arrive parfois que les particules franchissent cette barrière et s'enfuient à l'extérieur. On appelle d'ailleurs ces particules les particules alpha. Eh bien, ce sont ces particules alpha qui sont responsables de la radioactivité. Et en grosse quantité, vous le savez bien, elles sont mortelles pour le corps humain. Bon, laissez-moi vous donner un dernier exemple qui montre que l'effet tunnel a un véritable impact à notre échelle. Vous voyez les composants d'un ordinateur, d'un téléphone ou autre? Ce qui passe dans ces composants, c'est de l'électricité, des électrons donc. Et puis ces composants deviennent de plus en plus petits avec le temps. Bah ça, c'est un gros problème dont même les ingénieurs sont conscients car on arrive à des tailles si petites que l'effet tunnel peut commencer à avoir lieu. Imaginez que les électrons, par effet tunnel, arrivent à passer à des endroits où ils ne sont pas censés être. Ça ferait bugger complètement tout le système, ce qui les rendrait obsolètes. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'infiniment petit a beau être extrêmement petit, il est capable d'impacter l'univers à des échelles infiniment grandes. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a appris des choses sur la physique quantique. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord en description si vous avez des questions ou si vous voulez simplement discuter avec la communauté. Sur ce, à bientôt.